Il y a peu de temps, je vous ai fait un épisode pour vous présenter ce qu'étaient les compacts experts. Et j'avais conclu cet épisode en vous disant que moi-même j'avais franchi le cap et que j'avais investi dans un de ces fameux appareils compacts experts. Mais j'avais laissé un petit peu le suspense et je n'avais pas levé le voile sur quel était l'appareil que j'avais acheté. Je vous avais dit que j'allais vous en faire une présentation sous peu. Ben voilà, le moment est arrivé. Aujourd'hui, je vais vous parler, et vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, du Panasonic Lumix LX15. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour la deuxième partie de la présentation de mon nouvel appareil, le Compact Expert de la marque Panasonic, le Lumix LX15. Donc dans la première partie, j'espère que vous l'avez vu, nous avions un petit peu présenté l'appareil, nous avons regardé un petit peu la prise en main et comment on pouvait l'utiliser, notamment pour faire ses fonctionnalités dites expert. Donc si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous engage vraiment à aller le regarder ici en cliquant dans le petit i, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui vous seront indispensables pour suivre par rapport à cet épisode là et que je ne répéterai pas. Donc je vous laisse le temps d'aller regarder et vous pourrez revenir, il n'y a pas de souci. Pour vous qui aviez vu le premier épisode, donc j'espère que ça vous a plu si vous êtes là cette fois-ci. Donc aujourd'hui nous allons voir comment utiliser cet appareil là pour filmer. Alors je vais passer assez rapidement parce qu'on est une chaîne photo, donc la vidéo ça intéresse pas forcément beaucoup de monde. Moi ça m'intéresse parce que je m'en sers pour me filmer au quotidien, donc c'est surtout par rapport à ça que cette partie vidéo m'intéressait, donc je vais passer assez rapidement. Voilà. Et après, je vous avais annoncé la dernière fois que nous allions voir un certain nombre de petites fonctionnalités qui peuvent être considérées comme annexes, accessoires, voire gadgets pour certaines, qui sont fournies, je dirais, en standard avec cet appareil-là, qui permet de le faire, et que, voilà, je voudrais vous les présenter, voir que certaines peuvent vraiment avoir un intérêt, enfin, en tous les cas, de mon point de vue. Après, chacun de voir. Donc, c'est parti, allons-y. Donc nous allons commencer sur les fonctionnalités de la partie vidéo. Donc pour filmer, vous avez deux choix. Vous pouvez toujours filmer à n'importe quel moment. Soit vous choisissez sur la molette le mode vidéo. Voilà, vous êtes en mode vidéo et après vous cliquez sur l'obturateur ici et vous filmez. Alors je vais peut-être l'allumer, ça sera mieux. Voilà, et vous filmez. Vous pouvez filmer même si vous n'êtes pas dans le mode ici vidéo, même si vous êtes dans un mode par exemple le mode manuel ou priorité ouverture, vous avez un petit bouton d'enregistrement ici qui est accessible. Alors il n'est pas toujours facile d'appuyer parce qu'il est vraiment pas, il dépasse pas. Mais vous pouvez à partir de n'importe quel mode pouvoir appuyer et déclencher le mode vidéo et qui s'utilisera avec les paramètres de prise de vue locaux. Donc vous pourrez utiliser les paramètres de prise de vue priorité ouverture, priorité vitesse, voire le mode manuel. Donc ça peut être assez intéressant et ça peut donner une latitude à faire de la vidéo créative. Bon, même si c'est pas forcément ce que l'on recherche, souvent quand on se filme, on essaye presque d'être en automatique, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a la bonne exposition et que c'est pas flou, c'est bon. Donc voilà, donc je ne reviendrai pas à tous les modes d'exposition, mode d'autofocus, ce genre de choses, ça s'applique bien évidemment à la vidéo. Donc en termes de mode vidéo, je vous le disais quand je vous avais présenté les spécifications de cet appareil là, vous avez deux types de vidéos, soit de la Full HD, alors je parle même pas de l'HD maintenant, c'est un petit peu passé, soit la Full HD, soit de la 4K. Avant de regarder dans quel type on peut enregistrer, ce que je voulais vous dire c'est que cet appareil peut enregistrer en deux formats, soit le format, alors je sais jamais, AVC HD. Voilà, donc dans ce format-là, on pourra enregistrer que en Full HD. Soit vous pouvez enregistrer à MP4, et là, pour le coup, vous pourrez enregistrer en 4K ou en Full HD. Ce qu'il faut savoir tout de suite, à partir du moment où vous filmez en 4K, c'est qu'il applique un facteur de crop, parce qu'il ne filme pas sur toute l'intégralité du capteur. Donc ce facteur de crop fait en sorte que du coup, votre plage focale au niveau de votre objectif se réduit d'autant. Donc je vous avais dit en standard on est en 24-72.
Lorsque l'on est en train de filmer en 4K, on a un facteur de crop qui s'applique, en équivalent full frame on passe à 36-108. Alors soit on a une focale un peu plus longue, mais surtout on perd pas mal notre grand angle, ce qui est bien dommage. Moi au demeurant, pour ce que je veux faire, où j'ai pas besoin pour me filmer notamment d'avoir trop de grands champs, c'est pas gênant, mais pour certains ça pourrait l'être, parce que du coup voilà, vous perdez vraiment votre logique de grand angle 24 mm, c'était assez intéressant. Autre chose que vous perdez quand vous filmez en 4K, c'est une partie de la stabilisation. La stabilisation, je vous avais dit, c'était une stabilisation 5 axes. Sur ces 5 axes, vous en avez 3 qui sont intégrés au capteur et 2 qui sont intégrés à l'optique. Donc vous perdez ceux qui sont intégrés au capteur et vous ne gardez que ceux qui sont intégrés à l'optique, donc plus que 2 axes. Faut le savoir, c'est toujours ça de stabiliser, mais bon, on n'est pas aussi performant en 4K que la stabilisation normale. Cette stabilisation 5 axes, par contre, vous la conservez en Full HD. Autre propriété relative à la 4K. Je vous l'avais dit quand je vous avais présenté les caractéristiques de l'appareil, et notamment quand je vous ai parlé de la petite carte SD qui va avec. Si vous voulez filmer en 4K, et donc vu que les flux et les débits sont assez importants, il vous faut à tout prix une carte SD qui soit en UHS1, mais de classe 3. Donc je vous avais affiché les caractéristiques de la carte que j'avais achetée, je vous la affiche ici. Donc qui est typiquement une carte qui convient, avec laquelle moi j'ai déjà enregistré Full HD, et ça marche bien. Mais bon, il faut y penser, sinon vous ne pourrez pas faire de 4K, parce qu'il ne sera pas capable d'enregistrer les débits. Sinon, je reviens maintenant au Full HD. Il faut savoir que au niveau du Full HD, l'appareil propose une façon de filmer en Full HD à haute vitesse. Alors c'est 100 images par seconde, donc quelque part ça vous permet de faire de beaux ralentis. Par contre ça n'enregistre pas le son, donc c'est vraiment pour faire des phases spécifiques, pour un montage, pour un effet, je dirais post-prod au montage particulier. Mais pour moi ça me sera bien utile. Parce que ça me permettra peut-être de faire des ralentis sur des actions, notamment à haute vitesse, la goutte qui s'éclate ou l'éclaboussure, le glaçon qui tombe dans l'eau. Voilà, ça peut arriver à vous fournir un plan assez sympa pour les montages vidéo. Maintenant, ça peut vous permettre d'avoir des ralentis d'une action, je sais pas moi, une moto qui saute en haut d'une côte, donc vous pourrez peut-être faire un ralenti, un surfeur sur une vague, enfin je sais pas, après c'est à vous en fonction de ce que vous filmez. Il faut savoir que c'est possible, par contre, sans le son. Donc je vous montre tout de suite comment on peut faire cet enregistrement à haute vitesse et donc ce ralenti en post-production. Donc pour ça, je me mets dans le mode caméra, je vais dans mon menu et ici vous voyez j'ai un mode priorité vitesse haute. Si je mets oui, je vais filmer à 100 images par seconde. Donc là, je vais lancer mes balles. Et là, si on veut aller regarder ce qu'il a filmé, voilà, on y va, c'est parti. Donc on voit bien le ralenti et on n'a pas de son. Donc voilà, vous avez vu, ça peut être assez sympa, il faudra que je voie, et je pense qu'à partir de maintenant, vous me verrez sûrement insérer quelques petits plans en ralenti, suivant les tutos que je fais, ce genre de choses, parce que ça pourrait être sympa et agrémenter agréablement, je pense, les tutos. Autre chose que l'on peut rajouter, donc quand on s'enregistre, que ce soit en 4K ou en Full HD, il faut savoir que l'appareil peut enregistrer en stéréo. Par contre, la qualité de l'enregistrement est pas top. Donc ça peut suffire pour faire un vlog, ce genre de choses, mais je ne pourrais pas par exemple m'enregistrer pour vous parler comme ça. Donc il faut vraiment un dispositif annexe, d'autant que je vous rappelle, il n'y a pas de prise micro dans cet appareil-là. Donc l'enregistrement du son, ça peut poser problème, et il faut s'équiper à part. Sauf, je vous dis, si on se balade et qu'on fait un vlog comme ça, bon, je pense que ça suffira pour s'enregistrer. L'important, c'est plus l'image que le son dans ce cas-là. Autres fonctionnalités qui sont fournies en standard, vous avez un paramètre de réduction du bruit avec deux positions, normale et élevée. Donc ça, c'est intéressant quand vous filmez à l'extérieur et que pour réduire le bruit du vent notamment. Donc je ne vais pas vous montrer explicitement comment on filme en 4K ou en Full HD. Par contre, les épisodes que j'avais fait, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, que j'avais fait des tests et je m'étais enregistré avec cet appareil-là en 4K. Et j'ai pu voir que la qualité était vraiment
très sensiblement beaucoup mieux que ce que je peux faire quand je m'enregistre là avec mon 70D. L'avantage de la 4K en plus, c'est que je peux cropper et faire des zooms à l'intérieur sans perdre de qualité, toujours en restant en Full HD, donc 1920 par 1080. Donc, et en plus la 4K, quand vous enregistrez, vous convertissez en Full HD, ça donne une qualité d'image un peu meilleure. Donc c'est pour ça que je pense que dorénavant, ou en tous les cas souvent, je vais m'enregistrer aussi en standard tous mes tutos en 4K avec ce nouvel appareil. Je vous passe ici vite fait un petit bout donc justement de ces tutos que j'avais fait pour vous laisser juger la qualité. Donc certains me l'avaient fait remarquer en commentaire que la qualité, la netteté était meilleure. Bon voilà, certains l'ont remarqué, d'autres non, mais bon, c'est pas grave. Donc je vous le dis, moi si j'avais acheté cet appareil photo, c'était à la fois pour le côté compact expert, mais aussi pour la partie vidéo. La partie vidéo pour deux cas, vraiment, c'était pour me filmer quand je suis à l'extérieur, quand je vloguais, quand je fais des rencontres abonnés, ce genre de choses que je filme de l'extérieur. Le deuxième utilisation, c'est quand je fais des tutos en intérieur où mon 70D, mon appareil photo, était utilisé pour faire la manip, pour prendre les photos de la goutte qui tombe, de l'éclaboussure, de je ne sais quoi. Et j'avais mon autre petite caméra Sony là qui me donnait plus satisfaction, et donc là maintenant en filmant avec cet appareil là, je vais enfin pouvoir vous donner un rendu de qualité même dans ces cas-là. Donc j'espère que, on verra le prochain tuto que je ferai dans ce contexte-là, voir comment ça fonctionne, mais normalement ça devrait être beaucoup mieux en termes de qualité. Donc voilà, je m'étends pas plus, je vous disais, sur la partie fonctionnalité vidéo, je pense que j'ai même déjà passé pas mal de temps. Nous allons voir maintenant quelques fonctionnalités qui sont intégrées en standard au LX15 et qui peuvent être utiles. Donc je ne vais pas pour tout rentrer dans le détail. Pour certaines, je vous montrerai un petit peu au cul de l'appareil, voir comment ça fonctionne. Dans les fonctionnalités premières que je voulais évoquer, c'est un mode qui existe et qui s'appuie sur le fait que l'appareil puisse faire du 4K. C'est ce qu'on appelle le mode photo 4K ou rafale 4K. Ça revient à enregistrer des séquences à 30 images par seconde en qualité 4K, donc ça fait des images de 8 mégapixels si je ne m'abuse. Et là vous enregistrez comme une vidéo, et après l'idée c'est de pouvoir exploiter chacune des images pour pouvoir les extraire et les traiter comme si vous aviez pris la photo. Sauf que comme vous enregistrez à 30 images par seconde, donc déjà c'est comme si vous aviez une rafale 30 images par seconde, mais en plus dans la durée, puisque vous pouvez enregistrer entre quelques minutes jusqu'à 15 minutes. D'ailleurs, ça me fait penser que ça fait partie des caractéristiques de la vidéo que j'ai pas citées tout à l'heure. Quand vous enregistrez en 4K, vous pouvez faire des films d'une durée à chaque fois de 15 minutes maximum. Alors après, vous pouvez recommencer pour 15 minutes. Si vous enregistrez en Full HD, et c'est déjà une limitation que j'avais moi ici avec mon 70D, vous pouvez faire des films qui ne dépassent pas 30 minutes. Après, vous repartez pour 30 minutes. Donc voilà, je referme cette parenthèse. Donc je reviens sur le module, la fonctionnalité Rafale 4K. Donc c'est très utile parce que quelque part vous enregistrez votre scène, sauf qu'au lieu de faire un film, c'est comme vous faisiez une rafale et vous enregistrez toutes les images et chaque image peut être exploitée. Une fois que vous avez enregistré votre film, après vous allez dans le mode de lecture, vous passez les images et vous dites celle-là c'est celle que je veux et vous l'extrayez de votre film et vous supprimez votre film. Donc c'est très utile. Vous avez autour de cette fonctionnalité Rafale 4K 3 déclinaisons. La première déclinaison, c'est la Rafale 4K standard, où en fait vous appuyez sur votre déclenchement, une fois que vous êtes dans le mode Rafale 4K, et il enregistre 30 images par seconde, autant de temps que vous appuyez sur votre bouton, sur votre déclencheur. Ça c'est le premier mode. Après vous avez un mode Rafale 4K SS, c'est le même mode, sauf que vous appuyez une fois, ça se met à enregistrer, et tant que vous n'avez pas réappuyé, ça continue d'enregistrer. Donc l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de laisser appuyer le bouton. Le troisième mode de Rafale 4K qui est aussi intéressant, c'est ce que ça s'appelle la pré-rafale. C'est quelque chose qui fait que quand vous êtes dans ce mode-là, il se met à enregistrer en continu, et au moment où vous appuyez sur le bouton de déclenchement, il retient 1 seconde avant le déclenchement et 1 seconde après le déclenchement. Donc en gros, si vous avez un événement précis que vous voulez trapper, je prends toujours le cas typique d'une goutte qui tombe. Vous voyez votre goutte qui tombe, vous appuyez. Il a enregistré 30 images avant que vous appuyiez, 30 images après. Donc après, vous pouvez passer toutes vos images. Donc vous en avez 60, 2 secondes, 1 seconde avant, 1 seconde après. Et essayer de sélectionner l'image qui se rapporte le mieux à ce que vous vouliez figer
dans ce séquence-là. Et donc de façon générale, ça vous permet de vraiment de ne pas louper un événement qui se passe. Donc je vais vous passer maintenant quelques exemples d'utilisation des deux modes, le mode Rafale SS et le mode pré-Rafale. C'est parti. Donc si on veut figer et intercepter un événement, il suffit qu'on clique pile poil au moment où l'événement se passe et on aura les images une seconde avant et une seconde après. Donc c'est vraiment ce qu'on va essayer là. Donc je choisis ce mode là. Et là vous voyez, je vais essayer de faire tomber cette épingle là, enfin cette épingle à linge, et on va essayer d'appuyer pile poil au moment où je la lâche. Donc attention, c'est parti. Donc voilà, il a enregistré et maintenant il me propose les images, donc je vais essayer de vous les montrer. Vous voyez, j'ai rien avant. Et juste après, voilà, j'ai mon image. Vous voyez, j'ai mon épingle qui tombe, qui rebondit, qui se tourne dans tous les sens. Et voilà une image, et à la limite, je vais décider d'extraire celle-ci. Et voilà. Donc vous voyez, c'est assez simple dans ce mode-là. Et là, du coup, si je vais dans mon mode... Non, ici, dans mon mode de prise de vue, je devrais avoir mon image. Voilà, elle est là. Vous voyez, elle est relativement nette. Donc au-delà de la partie mise au point. Donc là, j'ai réglé, je suis au niveau de l'appareil photo, je suis en mode priorité à la vitesse et je suis à 1 millième de seconde. Donc ça me permet d'arriver à figer le mouvement et pas juste faire un film à 50 images par seconde, enfin à 1/50 de seconde, un truc comme ça. Là, je peux aller jusqu'à presque un 16 millième si tant est que j'arrive à avoir la luminosité suffisante. Donc c'est vraiment une séquence de 30 photos qui peuvent être rapides chacune, quoi. Ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, c'est l'autre mode. Donc c'est le mode 4K ici. Rafale 4K SS. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec mes boules. Voilà. Voilà, j'arrête maintenant d'enregistrer. Et vous voyez maintenant, je peux me balader dans mes images. Vous voyez, donc hop, je continue, je vais aller plutôt vers la fin. Voilà, vous voyez, ici, j'ai mon image de collision. Voilà, et vous voyez, j'ai réussi, dans toutes les images qui sont prises, j'ai gardé le même réglage que tout à l'heure, donc je prends une image à 1 millième de seconde. J'arrive à visualiser l'image que je veux, et cette image-là, je vais la garder, c'est l'image de la collision. Et je peux sauvegarder plusieurs images dans un film, hein, mais là, je vais garder celle-ci. Donc vous voyez, ce mode est bien pratique, et ça permet vraiment, dans certaines situations, d'arriver à capter un événement, une image que vous n'auriez pas pu faire autrement. Voilà, vous avez pu voir comment ça fonctionne. Donc je rappelle qu'en plus dans ces modes-là, vous pouvez régler la vitesse et donc vous pouvez très bien faire des rafales de 30 images par seconde, mais ça ne vous empêche pas de voir une vitesse de prise de vue qui est de 1 millième, 1 2 millième, 1 4 millième. Ça dépend après de vos conditions d'éclairage, bien évidemment. Après, qui dit 4K dit les limitations que j'ai pu dire tout à l'heure en termes de stabilisation et en termes de focale. Donc vous n'êtes plus en 24-72, mais bien en 36-108. Voilà, il faut l'intégrer, donc vous avez moins un grand plan, c'est plus une logique de pouvoir zoomer, vous n'avez pas de grand angle. Autre fonctionnalité maintenant, une fois qu'on a vu la partie Rafale 4K, nous avons une fonctionnalité qui s'appelle le post-focusing. C'est une fonctionnalité qui permet de prendre toute une série d'images avec un plan de netteté différent, en automatique. C'est-à-dire vous avez votre scène avec un objet au premier plan, des objets en plan intermédiaire, un objet à l'arrière-plan. Vous faites globalement une photo, lui prend toutes les images en faisant varier la plage de netteté, et après, un peu comme pour le même principe de je vais chercher ma photo dans ma Rafale 4K, ben là vous allez chercher la photo dans toutes les différentes photos avec de netteté différentes, et vous choisissez celle que vous voulez. Celle qui est le plus loin, celle qui est intermédiaire, ce genre de choses. Ça peut être très utile par exemple si vous faites de la macro. Vous avez la petite bête qui bouge, vous ne savez jamais si le plan il est un peu devant, un peu derrière, ce genre de choses. Avec cette méthode-là, vous pouvez prendre une série avec des plans à différentes
plages de netteté différentes, et après vous choisissez celle qui est le mieux. Même associé à ça, et on va le voir tout à l'heure, je vais vous le montrer derrière l'appareil comment ça fonctionne, vous pouvez en plus empiler tout ou partie de ces photos-là pour faire du focus stacking. Donc on a déjà vu la technique du focus stacking, je vous le remets ici pour aller voir le tuto sur le focus stacking. Bon, ça obligeait à faire, typiquement j'utilisais le rail sur le dernier tuto que j'avais pu faire, pour avancer à chaque fois, d'avoir une plage de netteté, soit on le fait avec un rail et on fait une mise au point manuelle et on avance tout doucement, soit on avance la mise au point et on le fait à chaque fois un tout petit peu, et à chaque fois on prend une photo. Là l'avantage c'est l'appareil qui le fait tout seul. Et après en focus stacking, vous choisissez vos photos empilées et vous empilez et vous sortez directement de l'appareil la photo stackée avec la plage de netteté que vous voulez. Toujours un peu comme tout à l'heure pour la 4K, je vais vous montrer maintenant au cul de l'appareil photo pour voir comment ça fonctionne. Donc voilà, maintenant nous allons voir la fonctionnalité de post-focusing que l'on appelle. Donc là je vous ai monté une scène avec un personnage au premier plan et un petit tableau à l'arrière-plan. Donc il n'y a pas beaucoup de profondeur de champ, mais c'est vraiment pour l'exemple. À la limite je vais même encore un petit peu l'avancer lui. Pour avoir une plage de netteté la plus réduite possible, je me suis mis à ouverture 1.4. Et maintenant, on va se mettre sur le mode post-focusing. Donc voilà, il est ici, post-focus. Je le choisis. Et maintenant, je déclenche et vous allez voir qu'il va chercher à faire des photos sur tous les niveaux de plage de netteté. Voilà, vous voyez, il a détecté un objet devant, il a détecté un objet derrière, maintenant il compute tout ça. Et maintenant il me propose, voilà, soit la netteté là-bas, soit la netteté ici. Et vous voyez qu'au niveau du focus picking, quand je suis bien net ici, je ne suis pas net au fond. Et si je vais être net là-bas, je ne suis pas net devant. Voilà, après, charge à moi à choisir la photo que je veux, soit je retiens celle-ci. Et dans ce cas-là, je la crée, donc c'est ma photo avec la plage de netteté sur mon tableau derrière. Soit je retiens celle-ci et je l'extrais. Voilà. Et j'aurai les deux photos, une avec la plage de netteté au fond et l'une de la plage de netteté ici. Et éventuellement, s'il y avait eu des objets intermédiaires, il aurait fait aussi des photos, enfin il nous aurait permis de choisir avec des plages de netteté intermédiaires. À ce stade-là, on peut aller plus loin et on peut utiliser la fonctionnalité de focus stacking. En effet, il nous a pris plusieurs photos avec des mises au point différentes. Charge à nous maintenant de lui dire de les composer pour nous faire une seule image nette du début à la fin. C'est bien la logique du focus stacking. Donc là, ce que je vais faire, voilà, je clique ici. Je vais lui dire de me fusionner les images, soit un mode automatique, soit un mode gamme. Dans le mode gamme, c'est moi qui lui dis les images que je veux qu'il sélectionne. Donc je lui demande de me fusionner les images qui sont nettes ici et les images qui sont nettes au fond. Et une fois que j'ai fait ça, je lui demande de créer le focus stacking. Donc vous voyez, il compute, ça prend un certain temps, et il va me fournir une image nette au fond et nette devant. Et le tout, quelque part, j'irai dès la prise de vue, puisque vous voyez, on est encore sur la scène, je ne suis pas en post-traitement sur un logiciel de traitement. Voilà, la photo stackée. Donc si j'ici, vous voyez, je vais me balader dans ma photo, je vais y aller avec les mains, ça sera plus simple. Vous voyez qu'elle est nette ici. Et si je recule, elle est nette devant. J'ai vraiment réussi à faire mon focus stacking. Voilà, vous avez vu, c'est assez intéressant, c'est assez puissant. Faut voir l'utilisation. Moi, je vois surtout l'utilisation je vous dis, quand vous faites soit de la proxy où il y a un peu de vent, peut-être que ça peut bouger, soit si vous faites de la macro, pour être sûr d'avoir soit la bonne plage de netteté, soit pour faire du focus stacking. Je pense que c'est très intéressant. Dans les autres fonctionnalités, maintenant, on va passer un petit peu plus vite. Là, maintenant, ce que nous avons en termes de fonctionnalités. Nous avons deux types de fonctionnalités que je ne vous détaillerai pas là, qui nous permettent d'empiler des images. Donc vous faites une première expo, en gros c'est l'exposition multiple, ça revient un peu à ça. Donc vous avez ce mode-là. Vous avez des modes de bracketing, donc pareil, j'avais fait un tuto sur le bracketing que je vous mets ici, où on avait surtout parlé bracketing d'exposition, mais je vous avais cité qu'il existait tout un panel d'autres types de bracketing, et cet appareil photo couvre bon nombre. Donc on peut faire le bracketing d'exposition, donc là on fait varier l'exposition, donc la luminosité sur notre photo. On peut faire du bracketing d'ouverture.
Donc pareil, entre une ouverture et une autre ouverture, il va faire des ouvertures intermédiaires et à chaque fois des photos. Vous pouvez faire du bracketing de mise au point, c'est typiquement la technique qu'il utilise pour la partie post-focusing et le focus stacking. Vous pouvez aussi faire du bracketing de balance des blancs. Dans les paramètres et les fonctionnalités que permettent aussi cet appareil photo, il intègre en standard un intervallomètre. Donc ça peut être pratique. D'autant qu'il vous restitue directement en standard, au final, toujours un peu comme la Rafale 4K, un film monté, vous n'avez plus qu'à sortir le time-lapse associé qui vous sort de l'appareil, ou éventuellement aller choisir vous-même vos photos. Donc vous avez deux latitudes, donc intervallomètre, mais ça peut générer votre time-lapse aussi. Ce qui peut être pratique et gagner du temps pour ceux qui n'ont pas le temps de passer en post-production sur votre ordinateur. Autre mode qui est intégré, c'est un mode, je dirais slow motion, c'est un mode image par image, donc je ne l'ai pas testé. C'est un mode qui vous permet typiquement par exemple de faire de l'animation. Vous prenez une image, vous prenez une autre image, vous prenez une autre image à chaque fois manuellement, et à la fin il vous l'assemble et il vous fait un film. Donc ça peut permettre de faire un film d'animation, d'où le slow motion. Donc voilà, une fonctionnalité aussi qui existe, vous avez une fonctionnalité HDR, donc là pareil, ça vous prend des photos avec des expositions, voilà, des photos à des paramétrages différents, et ça vous permet de les régler, et pour générer une photo HDR, donc avec une plage dynamique assez grande, donc ça peut être utile. Dernière fonctionnalité que je vais vous citer, et là pour le coup celle-ci je vais vous le montrer, c'est une fonctionnalité de panorama. Donc c'est pratique, et c'est très simple à faire. Vous l'avez vu sur le premier épisode, vous avez un mode ici sur la molette, un mode panorama. Donc je vais m'y mettre. Voilà, et là il vous donne une assistance, et en fait directement vous appuyez, vous tournez autour de vous-même et vous faites vos photos, et ça vous génère le panorama. Après, le panorama, vous pouvez le faire soit en position paysage, soit en position portrait. Donc là, par exemple, j'ai réglé mon panorama en position portrait, et je vais vous en faire un. Alors, vu les luminosités, les lumières en face, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est parti. Donc, vous voyez, il gère automatiquement le recouvrement, vous n'avez plus qu'à tourner doucement, et lui, il assemble tout ça automatiquement pour vous faire une photo résultante. Donc, je continue, voilà. Voilà, je tourne avec la pièce. Voilà. Ça m'a généré, je regarde l'image résultante, voilà, je vous l'affiche. Vous voyez, je viens de le faire en direct live, et ça me vous génère directement le panorama. C'est pas mal. Donc je ne l'ai pas encore testé à l'extérieur, mais ça promet pas mal. Et là, c'est un panorama que j'ai fait comme ça, mais je peux le faire aussi en position paysage. Je vous montre aussi le mode panorama. Donc là, je l'ai vous montré comme ça en direct live comment ça se passait. Je vais vous le montrer comment ça fonctionne au cul de l'appareil. Ok, et c'est parti. Voilà, vous voyez, on a fait pas mal le tour de toutes les multiples fonctionnalités qu'on n'a pas pu évoquer lors du premier épisode. Je pense qu'il y en a pas mal au-delà de la vidéo et de fonctionnalités une façon de cumuler les images en format film et pour après exploiter image par image. Ça peut être très intéressant, que ce soit pour du post-focusing, que ce soit du focus stacking, le panorama c'est pas mal, enfin il y a les bracketing, il y a pas mal de propriétés, de fonctionnalités qu'on n'utilise pas forcément tous les jours, mais qu'il est utile de connaître et qui peut, par moment, peut vous sauver la vie dans certaines situations. Donc voilà. C'est pas, je pense, c'est des fonctionnalités qui viennent en plus de la partie photo expert, mais qu'il faut connaître. Pour conclure, en tous les cas, pour terminer sur les propriétés de cet appareil, ce que je voulais dire, c'est qu'il existe aussi une application pour smartphone, alors Android, enfin sous vos sports et Apple, iOS, donc sous vos stores préférés, qui s'appelle Panasonic Image App, quelque chose comme ça. Oui, Panasonic Image App, donc elle est téléchargeable via vos stores, et qui permet de prendre la main sur votre appareil photo en Wi-Fi, soit pour le commander pour faire de la photo, soit pour récupérer le contenu en termes de photos et de films. Donc voilà, il faut savoir que ça existe, c'est toujours intéressant d'avoir ces fonctionnalités de prise de main appareil à partir d'un smartphone ou autre tablette.
Donc là, bon, je ne vous le présenterai pas là parce que sinon ça durerait encore 10 fois trop longtemps, mais il faut savoir que ça existe. Pour faire un petit bilan maintenant global de l'appareil photo, je voudrais un petit peu citer les plus et les moins. Alors on les a plus ou moins déjà vus passer, mais bon, c'est pour faire un petit peu une synthèse. Donc là, je vais reprendre mes petites notes parce que je risque d'en oublier. Dans les plus, donc le bilan positif, donc une bonne qualité d'image jusqu'à 1600 ISO, un autofocus réactif dans la plupart des situations, c'est vrai que ça marche relativement bien. Un boîtier qui est facilement personnalisable, c'est vrai qu'on peut reparamétrer tous les boutons, voire même des menus accessibles par l'écran tactile. Donc moi pour l'instant j'ai évité de trop changer, de façon à pouvoir toujours me référer à la documentation. Mais après on peut personnaliser, on peut même avoir un petit bouton AF on, vous savez, pour la mise au point, comme j'ai pu basculer sur mon 70D. Donc ça, c'est paramétrable pas mal. Vous avez la stabilisation 5 axes à niveau du capteur et au niveau de l'optique. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez ce qui fait le petit plus de cet appareil-là, c'est une ouverture maximum à 24 mm à f1.4. Donc ça va être très utile pour du paysage et une grande ouverture, donc c'est très lumineux, surtout en basse luminosité, bien évidemment. Un mode macro, vous pouvez vous avancer jusqu'à 3 cm, voire même un mode de zoom si vous êtes en format JPEG. Vous avez de la 4K, de la Full HD, donc bon là par rapport à ça, donc sans problème. En Full HD, vous pouvez faire des films jusqu'à 15 minutes d'affilée. C'est pas le cas de tous les appareils, certaines se limitent à 5 minutes. Donc là on peut faire jusqu'à 15 minutes. Donc moi si je me filme pas mal, c'est déjà des fois 30 minutes, j'arrive à dépasser la limite. Donc 15 minutes c'est pas mal. Vous avez aussi le mode panoramique que l'on a vu passer, qui est assez intéressant. Et vous avez la logique du flash intégré, qui est un petit plus. Voilà, ça peut toujours être utile en cas de manque de luminosité, pour faire un appoint de lumière. Dans les côtés négatifs, un petit peu. Donc le fait qu'il n'y ait pas de viseur, même si ce côté-là, moi je l'assume. Je le savais, et franchement, ça ne me manque pas pour l'instant, en tous les cas pour mes besoins. Le fait qu'il n'y ait pas d'entrée micro, donc ça je vous dis, ça aurait pu me manquer, maintenant j'arrive à faire sans. Le fait que, voilà, que le revêtement, je vous l'avais expliqué, hein, qu'il est un petit peu lisse, il n'y a pas vraiment de grip, donc on a toujours peur un petit peu de les laisser tomber, mais bon ça je pense que c'est lié un petit peu à la taille, donc Dragon, il faut utiliser la Dragon. Le fait, alors par rapport manifestement à certains appareils qui eux intègrent un filtre ND en standard, donc c'est très utile essentiellement pour la vidéo, donc celui-ci n'en a pas, donc pour l'instant, voilà, j'ai pas eu la limite parce que je ne me suis pas trop filmé par grand soleil, peut-être un moment je le verrai, mais comme on peut régler les modes de prise de vue par rapport à ça, on a quand même pas mal de latitude à régler les paramètres, l'ouverture, la vitesse, ce genre de choses, bon, on va voir si ça me manque ou pas. Autre bilan dans les moins, c'est le fait que quand vous êtes en 4K, vous ayez un facteur de crop qui fait que vous passez du 24-72 à 36-108, donc vous perdez votre fonctionnalité grand angle. Le fait, je vous l'avais dit, que le LCD, enfin l'écran est orientable vers tout ce qu'on veut jusqu'à un mode selfie, mais par contre on ne peut pas l'incliner vers le bas pour pouvoir filmer typiquement à bout de bras, donc ça c'est un petit peu dommage. Voilà, un autre truc que j'ai pu voir, parce que ça, notamment quand les quelques essais que je fais, souvent je mets l'appareil sur un trépied, quand je vous mettez en dessous, donc là je l'ai pas, mais ici vous mettez un plateau rapide là, de trépied, donc typiquement moi c'est des mantes photo, bah, ça frotte un peu et vous avez du mal à, voilà, ça frotte, vous avez du mal à décaler après l'appareil, donc il faut presque décoller l'écran, sinon c'est coincé par le plateau. Bon, c'est du détail, mais bon, il faut y penser. Le dernier inconvénient, mais bon, c'est toujours pareil, c'est des petits inconvénients, c'est que c'est livré avec une seule batterie et pas de chargeur de batterie. Donc en standard, la seule façon de recharger votre batterie, eh ben, c'est de le brancher votre appareil photo, je dirais, sur le secteur ou sur l'USB. Sauf que quand vous le rechargez, vous ne pouvez pas prendre de photos. Donc c'est un peu un inconvénient. Donc moi je l'ai réglé, je me suis acheté une deuxième batterie et un chargeur à part de marque Toto, mais qui convient bien. Donc voilà pour les plus et les moins, mais en tous les cas, moi aujourd'hui je suis très satisfait. Donc pour conclure, je dirais que cet appareil photo me convient bien, j'en suis bien content. J'étais conscient quand je l'ai acheté des limites, par exemple le fait qu'il n'y ait pas de viseur, je le savais. Par contre, je l'ai acquis vraiment pour deux besoins. Je vous le rappelle, c'était pour avoir un appareil photo de qualité expert toujours avec moi, ou en tous les cas la plupart du temps, pour pouvoir faire des photos dans tous les cas où je ne me balade pas avec mon réflexe.
Donc quelque part c'est un deuxième appareil d'appoint, et bon voilà, j'essaierai de l'avoir un maximum avec moi, même si des fois j'aurais pas eu pris de toute façon d'appareil photo, donc là je l'aurai toujours sur moi. Le deuxième c'était de pouvoir avoir un caméscope, une deuxième caméra qui me filme, et voire même là je me pose si ça va pas devenir ma première caméra. Notamment pour les tutos facecam comme pour là. Donc c'est sûrement pas le meilleur appareil photo, c'est un bon compromis je pense. Aujourd'hui dans tout ce que l'on peut voir, les candidats ils sont essentiellement autour de Canon avec le GX7 je crois. Et autour de Sony avec sa série de RX100, j'en avais parlé la dernière fois sur ma présentation des compacts, dont leur X100, 3, 4, 5. Le RX5 c'est aujourd'hui quand même pas mal celui qui sort du lot en termes de fonctionnalité, sauf qu'il coûte 2 fois plus cher que celui-ci. Donc voilà, on va parler prix maintenant. Le LX15, celui-ci, je l'ai acheté en promo 499 €. Voilà. Aujourd'hui, on le trouve plus à ce prix-là. Il est sur Amazon à 625 je crois. Voilà. Le RX100, il est à 950 voire 1000. Le RX105. Donc voilà. Donc au global, je suis assez satisfait. C'est un compromis, mais je voulais pas non plus y mettre une fortune. 500 €, c'est déjà pas mal pour moi. Donc voilà, en termes de fonctionnalité, je vais pas les refaire. Je vous dis la vidéo, la photo expert, le Rafale 4K, le panorama. Je pense que vous avez vu aujourd'hui toutes les fonctionnalités que couvre et que fournit cet appareil photo-là. Il peut convenir à tout le monde, aux débutants, à l'expert, au vidéaste, à celui qui recherche à tout avoir dès la prise de vue. Je pense au focus stacking, au panorama, ce genre de choses. À l'expert, entre guillemets, puriste, sans choquer personne, qui veut à tout prix, par exemple un focus stacking, le faire à la bonne vieille méthode, comme je l'ai déjà pu vous l'expliquer dans d'autres tutos, ou le panorama, où on fait chaque photo et on va dans le logiciel après sur le PC pour le monter. Alors il faudra voir quand même comparer quel est le résultat vraiment final entre ce type de panorama et le panorama qu'on aurait monté en post-production. Mais si on peut le faire ça dès la prise de vue et gagner du temps à qualité égale, 100 ans, pourquoi s'en priver? Franchement. Et puis après, je vous dis vraiment, moi ce qui m'intéresse, c'est comment ils appellent ça, le focus composing, là, ce qui permet, notamment je pense à macro, ça permettra de faire des petites bêtes ou même des fleurs ou de la proxy quand ça bouge un petit peu, d'avoir plusieurs plages de netteté, de choisir la bonne, voire de les accumuler. Je pense que ça moi, dans les fonctionnalités annexes, c'est une de celles qui me plaît le plus. Avec le pré-rafale qui permet peut-être de figer un mouvement et d'être sûr d'avoir le moment ou de l'éclatement, de l'éclaboussure, ce genre de choses, à vous de voir. Donc dans les plus d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas cité le fait qu'il pouvait avoir des temps d'exposition jusqu'à 1/16 millième de seconde. Donc je pense que ça vous laisse pas mal de latitude. Soit c'est avec un obturateur électronique, donc en fonction des éclairages, notamment quand vous êtes à lumière artificielle, il peut y avoir des effets de bord, mais dans l'absolu c'est quand même pas mal quoi. Parce que je vois que même avec mon 70D, j'allais pas au-delà d'un 8 millième de seconde, avec un obturateur mécanique de fait. Donc voilà, je vais arrêter là, je suis encore sûrement trop long, donc vous voyez, j'avais beaucoup de choses à vous dire sur cet appareil photo. Moi, je suis personnellement assez content de mon achat, d'autant que je vous dis, je l'ai eu à moindre prix. Je pense qu'il va me servir beaucoup, tant pour la photo, tant pour me filmer. J'espère qu'avoir pas été trop long et vous avoir... pas donné envie de l'acheter, mais enfin avoir donné envie peut-être de regarder des côtés des compacts experts, parce que tous proposent plus ou moins des fonctionnalités avancées. Je sais que le photo 4K, là, c'est quelque chose qui est spécifique de Panasonic, mais bon, chacun propose peut-être des fonctionnalités intéressantes, donc vous aurez peut-être envie d'aller regarder de plus près. Voilà, merci de m'avoir suivi, j'espère que ces 2 épisodes vous ont plu, donc si ça vous a plu, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur vos réseaux sociaux, ce genre de choses, à me mettre des commentaires, ce que vous pensez de cet appareil-là, de tous les compacts experts de façon générale. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer ici pour vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude avec un petit pourboire, c'est ici pour le Tipeee que ça se passe. Et puis voilà, retrouvez les épisodes à voir et à revoir sans modération. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.